Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Yunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais encore une fois vous montrer comment vous pouvez conduire la régression ordinaire. Et la régression ordinaire, normalement, elle est utilisée lorsque vous voulez analyser l'effet de variables indépendantes, que ce soit une variable catégorielle ou continue, sur une variable catégorielle, mais pour laquelle les réponses sont classées selon un certain ordre, les réponses sont ordonnées, donc vous exprimez votre opinion suivant un certain ordre dans les réponses. Par exemple, quand vous analysez l'état de satisfaction, vous voyez, on peut être très satisfait, insatisfait, moyennement satisfait, ou on peut être tout à fait d'accord, ni d'accord, ni en désaccord, pas du tout d'accord, et pas d'accord. Donc, souvenez-vous, on a dans les modèles de classification, on a vu pas mal de modèles. Nous avons vu la régression logistique qui est utilisée lorsque vous avez une variable réponse à des modalités. Quand on répond par oui ou par non, oui, malade ou pas malade, et le défaillant ou pas défaillant. Donc, c'est un modèle d'ailleurs qui est beaucoup plus utilisé dans le scoring des crédits, le modèle de la régression logistique. Et on a vu ça, on a vu comment on réalise son modèle, comment on valide son modèle. Et puis, nous avons vu aussi ce qu'on appelle la régression logistique multinomiale, qui est utilisée lorsque votre variable réponse a plusieurs modalités, mais dans les réponses, il n'y a pas d'ordre. Donc, ce qui différencie d'ailleurs la régression logistique multinomiale et la régression logistique ordinale, c'est que dans la régression multinomiale, il y a plusieurs modalités de réponse, mais il n'y a pas d'ordre. Et ici, par exemple, ici dans le cas de la régression logistique ordinaire, dans les réponses, il y a un certain ordre. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc nous allons utiliser les données qu'on a utilisées dans le cadre de la régression multinomiale. Mais cette fois-ci, ce qui va faire la différence, c'est que nous devons montrer que nous sommes dans le cadre de la régression ordinaire. Dans les réponses, il y a un certain ordre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant de réaliser cette régression ordinaire, vous devez montrer à la machine que vous êtes dans le cadre d'une régression ordinaire où il y a un certain nombre, et je vais vous montrer comment vous pouvez alors montrer au niveau de la variable réponse dépendante qu'il y a un certain nombre pour indiquer à la machine que nous sommes dans le cas de la régression ordinaire. Voilà les amis, nous allons importer les données qu'on a utilisées pour le cas de la régression multinomiale, et alors je vais vous montrer étape par étape. Ici, cette commande, ça nous permet d'importer notre base de données, et puis ça c'est pour juste voir les données d'en-tête. Donc voilà les données que nous avons, les données d'en-tête. Ici, la variable qui nous intéresse normalement, c'est ça, c'est NSP. Ici, NSP, c'est la... Donc, c'est une idée qui a été réalisée sur le classement des personnes selon qu'elles ont la pathologie ou non, ou selon qu'elles sont suspectes. Alors, pour le cadre normal, ici, dans NSP, N, ça, c'est pour dire, le N, c'est pour dire normal, la personne a été trouvée normale. S, c'est que la personne est suspecte, et puis P, c'est que la personne a la pathologie. Alors voilà, ça c'est pour voir la structure de vos données, voir le nombre de variables, le type de variables, si les variables sont numériques, sont intégrales, ainsi de suite. Donc ici, vous voyez que le nombre d'observations dans notre base de données, nous avons 2126 observations avec 22 variables. Normalement, pour ce type d'exercice, ce type de démonstration, nous allons considérer que la variable NSP, qui peut être normale, suspect et pathologique, va constituer notre variable dépendante, et les autres variables vont être considérées ou vont être utilisées comme variables explicative. Alors, ici, comme je le disais, vous devez alors montrer dans votre... donc, vous devez alors montrer à l'ordinateur que votre variable dépendante est une variable ordonnée. Donc, voilà... déjà, si vous regardez comment la variable NSP se présente, vous voyez qu'il y a on a codé cette variable-là de 1... Donc, c'est 1 des 3. Si vous regardez bien ici, c'est 1 des 3. Ici, pardon. 1, 2, 3. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Donc, voilà comment on a
c'est comme si vous avez codifié votre variable. Si c'est tout à fait d'accord, vous mettez par exemple 5. Et puis, si c'est d'accord, par exemple, vous mettez 4. Ni d'accord, ni en désaccord, vous mettez par exemple 3. Pas du tout d'accord, vous mettez par exemple 2. Et puis, pas d'accord, vous mettez par exemple 1. Alors, si vous avez une telle variable, donc si vous avez codifié votre variable dépendante comme ça, alors vous allez alors montrer à la machine que vous êtes dans le cas d'une variable ordinale. Donc voilà, alors ça, c'est ça que nous allons montrer qu'il y a une certaine supériorité est inférieure à 2 et 2 est inférieur à 3. Donc ici, quand j'exécute cette commande pour montrer que c'est la variable ordinale, vous allez voir comment la machine va. Donc, si vous regardez ici, avant de montrer que c'est ordinaire, vous voyez ici, les amis, que la machine avait considéré comme des nombres entiers, intiga. Donc, vous voyez que c'est 2, 1, etc., 3. Mais quand je réalise cette commande, vous voyez, quand j'exécute cette commande, je vais effacer pour que ce soit bien lisible. Regardez, j'exécute la commande et vous allez voir la structure maintenant. Vous allez voir que NSP a changé. Regardez ici. Quand j'exécute la commande, vous voyez que c'est ordonné. Ordered factor. Ici, c'est ça que ça veut dire. Ordered factor. Et vous voyez que c'est 1 qui est inférieur à 2 qui est inférieur à 3. Alors, ici, quand vous regardez, vous analysez par exemple la classe, la classe de NSP, NSP, vous allez voir que c'est justement pour la classe, vous voyez que je vais voir qu'est-ce qui se passe, pardon, ici j'ai mis un WS, plutôt. Voilà, quand je fais classe, vous allez voir que la classe c'est ordered factor. Donc voilà. Ici, on peut juste faire ce qu'on appelle la summary pour voir l'état de vos variables. Ici, voilà, NSP déjà maintenant, vous voyez que ça compte. Les personnes normales, vous voyez que c'est autant, suspect c'est autant et pathologique c'est autant. Et puis ici, la variable tendency, normalement, ce n'est pas une variable numérique où on peut calculer les moyennes, les médianes, etc. C'est une variable catégorielle. Donc, il faut changer alors cette variable-là en indiquant que tendency n'est pas une variable numérique, mais plutôt c'est une variable catégorielle. Ici, nous sommes dans la préparation de nos données, alors il faut changer en utilisant cette commande as factor tendency. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir, les amis, ce que la variable comment elle va se présenter. Cette fois-ci, tendency, vous allez voir qu'elle va compter. Puisqu'on a changé un. Voilà, maintenant, vous voyez, moins 1, c'est ça, 0, c'est ça, et 1, c'est ça. Alors, ici, on peut voir pour le cas de la variable, catégorielle, pour que ça soit réalisé, il faut vous assurer réellement que vous avez assez de données. Et puisque c'est comme les règles de la régression logistique, souvenez-vous, on a dit que chaque colonne normalement doit avoir au moins 5 éléments dans chaque colonne ou chaque ligne, intersection de la ligne et de la colonne. Donc ici, comme étant c'est une variable catégorielle, je vérifie que nous avons assez de données pour réaliser justement alors notre régression ordinale. Donc ici, vous voyez que partout, ici, vous voyez que c'est plus de 5, c'est plus de 5 ici, regardez, c'est plus de 5 ici, c'est plus de 5, plus de 5, ici, plus de 5, plus de 5, voilà. Alors maintenant, comme nous voyons qu'il y a assez d'observations, alors nous pouvons séparer les données en séparant notre base de données originale dans la base de données d'entraînement du modèle et la base de données pour tester le modèle. Donc, c'est pourquoi il faut toujours, avant de procéder à vos analyses, scinder vos données dans les données d'entraînement de votre modèle, les données de test de votre modèle pour voir en réalité que le modèle a appris pour qu'elle puisse reproduire justement ou pour que son modèle puisse être utilisé pour faire des prédictions, soit de la probabilité ou identifier les variables, soit pour voir si ce modèle peut être utilisé soit pour prédire la probabilité ou pour prédire la classe. Donc voilà, ce sont ces commandes-là. Ici, si vous avez vu la régression multinomiale, c'est ça qu'on a utilisé. Donc tout ça, on a presque ça, on a utilisé dans notre modèle de régression multinomiale. Donc voilà, ici dans les données d'entraînement, nous avons
obtenir 1700 avec 22 variables. Et ici, je vais faire aussi pour les données test parce que c'est 20%. Ici, nous avons pris entraînement 80% et test 20%. Ici, alors, quand j'exécute, vous allez voir combien on a dans les données test. Regardez, les amis, nous avons 426 observations pour le test avec 22 variables. Alors maintenant, pour réaliser la régression ordinale, nous utilisons la librairie MAS. Ici, vous voyez qu'on appelle ça Ordinary Logistic Regression ou Proportional Odds Logistic Regression. Donc ici, c'est ça d'ailleurs, cette commande-là, c'est Proportional, ici P, Proportional Odds Logistic Regression. Donc, là, pour exécuter ça, nous allons utiliser la librairie MAS. Donc, si vous n'avez pas la librairie MAS, vous devez l'installer. Et pour installer une librairie, vous savez que vous passez ici dans Package, ici. Vous passez par Package et puis vous allez cliquer ici Install. Ici, Install. Et puis, vous mettez le nom normalement dit Package et puis vous dites, ici, vous cliquez ici Installer. Install. Vous mettez ici le nom de votre package, puis Install, mais il faut avoir la connexion. Alors ici, moi, j'ai déjà installé. Là, je vais réaliser le modèle qui comprend l'ensemble des variables. Ici, je vous rappelle qu'après avoir réalisé le modèle, on a trouvé que la variable max présente des problèmes et c'est pourquoi on a supprimé dès le départ la variable max puisque le modèle ne va pas être réalisé. Donc, ici, je vais réaliser mon premier modèle qui inclut 20 variables parce que avant c'était 22 variables. Une variable dépendante et les 21 c'était des variables indépendantes, mais max, j'ai vu qu'elle a des problèmes. Alors ici, vous voyez que je vais exécuter le modèle avec 20 variables. Et ici, data, c'est les données d'entraînement. Et puis, health, c'est pour voir les petits values. Alors, voilà, je vais exécuter ce modèle. Et puis, alors, je vais calculer les p-values parce que les librairies que j'ai vues, même si vous regardez la librairie Ordinal, il y a une autre librairie que vous pouvez utiliser qu'on appelle les Ordinal. C'est cette librairie-là, librairie Ordinal. Elle peut calculer, mais malheureusement, elle ne calcule pas aussi les p-values ou les probabilités derrière. Donc voilà, je vais récupérer. Donc ça, c'est la commande qu'on a utilisée même dans la régression multinomiale. Je vais finir ça. Donc, on a utilisé ça dans la régression multinomiale. C'est toutes ces commandes-là. Donc, il faut regarder vraiment la vidéo sur la régression multinomiale. Ici, je vais récupérer les coefficients d'abord. Ça, c'est la table des coefficients de notre modèle qui comprend 20 variables. Les coefficients de notre modèle. Donc, c'est ce modèle-là qu'on vient de réaliser. Et puis, je vais calculer les p-values. Ça, c'est juste la commande que vous devez réaliser comme ça. Donc, ne me demandez pas pourquoi. C'est la programmation. Et puis, voilà, ici, comme je viens de récupérer les p-values, je vais faire alors un tableau qui montre, qui combine le tout. Donc, voilà. Ici, je vais alors... vous voyez ici, je vais combiner les p-values et les coefficients. Et puis ici, cette option-là permet de désactiver les écritures scientifiques. Regardez, alors c'est ça que je dois exécuter pour qu'on ait tous les chiffres et que ça soit en format exponentiel. Donc voilà, ici je vais imprimer alors les coefficients et les p-values. Comme ça, on va voir les variables qui ont une p-value qui est des variables significatives. Donc, notre essai de significativité, nous allons obtenir 5%. Et alors, voyons ensemble, donc je vais exprimer pour que ça soit bien lisible. Voyons ensemble alors, quelles sont les variables pour lesquelles la p-value est inférieure à 5%. Si nous retenons justement une image de 5%, c'est-à-dire qui donne un degré de confiance de 5%. Alors, voyons ensemble les amis, regardez comment vous allez voir. C'est ça la p-value. Ouais, c'est la p-value. Attention, mais attention, si la variable a deux modalités et qu'une seule modalité est significative, la variable ne sera pas enlevée de votre modèle. Donc, c'est par exemple le cas de tendency. Si vous avez vu que tendency avait plusieurs modalités.
Donc, si nous trouvons qu'il y a une modalité qui est significative, donc la variable ne sera pas enlevée de votre modèle. Alors ici, vous voyez par exemple ici RB, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, AC inférieur à 5%, FM inférieur à 5%, mais regardez ici par exemple celui-ci, MSTV, vous voyez que la p-value est supérieure à 5%, donc cette variable-là sera enlevée. Et aussi MRTV, regardez les amis, c'est supérieur aussi à 5%. Ça sera enlevé dans notre modèle final. Regardez aussi Nmax, regardez les amis, c'est à enlever. N0, vous voyez que c'est aussi à enlever. Et min aussi, vous voyez que c'est à enlever. Médiane aussi, c'est à enlever. Mais regardez pour le cas de tendency, vous voyez que ici, tendency est significative. La p-value ici est inférieure à 5%. Donc, la tendance ne sera pas enlevée. Alors, nous allons faire notre modèle final. Il ne va pas inclure alors ces valeurs que nous avons, pour lesquelles nous avons trouvé des p-values supérieures à 5%. Donc, voilà, nous allons faire alors notre modèle final. Je vais effacer ici. Alors, je vais faire le modèle final et regarder comment il sera. Donc, on va enlever alors toutes les variables là. Voilà. Max, souvenez-vous, dans le premier modèle qu'on avait fait, on avait exprimé max. Maintenant, il faut enlever toutes les variables que je viens de vous montrer qui ont une p-value supérieure à 5%, RB, FM, etc. Et puis, alors je vais exécuter le modèle et vous allez trouver que les coefficients qu'on va avoir, cette fois-ci, sont significatifs. Voilà, j'exécute, je fais l'âme ici. Maintenant, je vais faire le summary du modèle. Ici, je vais juste réduire pour que ça soit bien lisible. Ici, summary du modèle. Ce qui nous intéresse, ce sont les p-values. Pour voir si réellement les p-values qu'on a maintenant sont significatives. Donc, pour voir si les p-values qu'on a sont significatives. Donc, voilà, ce sont les coefficients. On va, ça c'est le modèle. On va encore une fois faire la même chose. On va faire la même chose qu'on vient de faire pour calculer les p-values. Mais cette fois-ci, en utilisant ce modèle final. Et on va voir si les p-values sont significatives ou pas. Regardez, alors je vais récupérer encore une fois les coefficients. Donc, le même processus. Regardez, je travaille sur le modèle final. Voilà, c'est ça. J'exécute ça. J'exécute ça. Et puis, alors, je vais afficher les coefficients. Et nous allons voir si les p-values sont significatives ou pas. Regardez, les amis. AC, vous voyez que c'est inférieur à 5%, inférieur à 5%, inférieur. Vous voyez que partout, les variables que nous avons, vous voyez les amis, regardez les amis, vous voyez que partout, la p-value est inférieure à 5%. Donc, voilà les variables qui ont un effet sur le fait d'être classé normal, suspect ou pathologique. Voilà les variables qui ont un effet. Alors, maintenant que nous avons trouvé notre modèle, donc le modèle final, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne reste qu'à utiliser notre modèle pour faire des prédictions. Alors, pour faire des prédictions, nous allons d'abord utiliser les données d'entraînement pour voir comment la machine traite nos données d'entraînement. Mais ce qu'il faut savoir, on peut soit directement faire la prédiction de la classe, tout comme on peut faire la prédiction de la probabilité. Donc voilà, ici par exemple, voilà la commande que vous pouvez utiliser si vous voulez prévoir la probabilité. Donc ici, si je fais comme ça, ici je fais la prédiction de la probabilité. Je peux faire, je vais voir si cette commande-là peut être exécutée. Around, head, non. Je vais voir afficher les premiers éléments. Ça c'est la commande select. Ici on va avoir toutes les variables avec les probabilités. Donc voilà, voyons ici. Voilà. Pour le premier élément, vous voyez que la probabilité, c'est 1. Ça veut dire la probabilité d'être classée comme étant une personne normale, donc c'est 1. Ça veut dire que cette personne en réalité a été classée comme normale. Ici, pour l'interpréter, on regarde la plus grande probabilité. C'est là où l'individu sera classé. Et si vous regardez, les amis, je vais vous montrer quelque chose. Quand je fais head, par exemple, train,
Donc ici, je vais voir les 5 premiers éléments. Quand vous regardez, pardon, je vais head, mais NSP, comme ça. Vous voyez que la première personne, regardez, c'est 1. Ça veut dire qu'elle a été classée normale. Et quand vous regardez, je vais tout effacer pour que ce soit bien lisible. Donc, d'abord, j'affiche ça, les premiers éléments d'eau. J'affiche les premiers éléments de notre base de données d'entraînement. Et aussi, je vais afficher alors les probabilités. Et je peux aussi faire head. Okay, je vais faire head. Head, voilà ça. Je vais afficher 5 éléments. Et vous allez voir. Est-ce que ça a été exécuté? Voilà. Vous voyez que je vais alors réduire les chiffres plus virgule. Round. Je vais mettre 2. Je vais voir si ça marche, si la commande marche. Voilà, c'est bon. La commande marche. Donc, je fasse tout cette fois-ci. J'affiche ça, les éléments originaux d'entraînement. Et j'affiche aussi les probabilités. Regardez, les amis. Donc, vous voyez que le premier, plutôt la première personne était classée comme état, sa classe c'est normal. Et quand vous regardez la probabilité, vous voyez que la probabilité c'est 1. La deuxième personne, elle est dans les données d'entraînement, elle est normale. Et vous voyez que ici, dans la prédiction, vous voyez que c'est 1. La probabilité, c'est 1. La troisième personne ici, vous voyez qu'elle est normale. Et vous voyez que la probabilité, vous voyez les amis, c'est 1. Et puis, la quatrième personne, oui, ici, la quatrième personne, on est ici. Elle a été classée pathologique. Regardez ici, c'est pathologique parce que la probabilité la plus grande, c'est élevée, c'est pathologique. Et puis, l'autre, la dernière personne, elle a été classée dans les données originales, elle est pathologique, mais vous voyez qu'elle a été classée aussi comme étant pathologique. Donc, voilà, ça, ce sont les données d'entraînement. Mais ça, c'est la prédiction de la probabilité. Voilà, si par exemple vous voulez calculer la probabilité, ça veut dire que vous allez ici, vous allez mettre votre base de données, votre nouvelle base de données ici, et alors vous allez voir la probabilité. Ou bien si vous voulez prédire la classe, alors voilà, c'est ça que je vais vous montrer pour faire la prédiction de la classe. Ici, pour faire la prédiction de la classe, c'est ça, cette commande-là, train. On n'a pas besoin d'indiquer que vous voulez la probabilité. Donc ici, regardez, ça c'est la classe. Maintenant, je peux faire la matrice de confusion, pour voir comment la machine a fait les prédictions. Donc, je vais faire le tableau de ce qu'on vient de faire, de prédire. Voilà, c'est ça la matrice de confusion. Regardez, les amis, la matrice de confusion. Donc, voilà, ici, dans les données d'origine. Quand nous utilisons le modèle pour faire la prédiction, comment la machine va faire, quel est le résultat qu'on va avoir. Donc, vous voyez qu'il y a des erreurs de prédiction. Pourquoi? Ici, comme vous voyez, pour lire ça, il faut lire l'intersection des chiffres, ou là où les chiffres sont semblables. Ici, il y a 1270 personnes qui ont été classées normales. Il y a 113 personnes qui sont réellement suspectes, qui ont été classés comme suspects, mais vous voyez qu'il y a d'autres qui ont été classés comme état normal alors qu'elles sont suspectes, et d'autres qui ont été classés pathologiques alors qu'elles sont suspectes. Ici, pour le cas des personnes suspectes, vous voyez qu'il y a 92 qui ont été classés comme étant des personnes suspectes, mais vous voyez qu'il y a 27 là, ici, qui n'ont pas été, qui ont été classés comme suspects alors qu'elles étaient pathologiques. Donc voilà, nous pouvons calculer alors l'erreur. Cela représente combien en termes de pourcentage? Alors ici, en termes de pourcentage, nous utilisons cette fonction-là, cette commande-là. Donc c'est une commande qu'on a utilisée dans le modèle multinomial, la régression logistique multinomiale. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo pour voir comment on peut
on veut analyser l'effet des variables indépendantes sur des variables, une variable catégorie à plusieurs modalités. Donc voilà, regardez. Vous voyez qu'en termes d'erreur, une mauvaise classification, c'est 0,13. Le modèle a commis une erreur de classification sur 13%. Alors, voyons, cette fois-ci, si les données que la machine n'a pas vues, par les données test, parce qu'ici, on était juste en train de voir ce qui se passe si nous utilisons les données d'entraînement. Mais voyons ce qui va se passer, comment la machine a appris des données qu'on a présentées pour voir si nous pouvons vraiment utiliser notre modèle. Si la même, voyons si les mêmes erreurs d'apprentissage vont se répéter sur les données tests qui n'ont pas été présentées à la machine cette fois-ci. Voilà la différence. Voilà, nous allons faire la prédiction. Vous voyez que nous utilisons notre modèle final pour faire la prédiction sur base des données tests. Donc, voilà l'avantage de scinder votre base de données en base de données d'entraînement, en base de données de validation. Voilà, je fais la prédiction. Voilà que j'utilise notre modèle final. Voilà que nous utilisons notre base, disons, données test. Ici, c'était pour la probabilité. Vous avez vu, si je vais voir, vous avez vu comment on peut voir ça. Je vais faire head, par exemple, head tests. Tests. Ça, c'est juste pour voir les premières probabilités. Donc voilà, les amis. Ici, je peux juste faire round pour réduire les chiffres après la virgule. Ici, je mets round 2 pour réduire les chiffres à 2. De la première virgule à 2 chiffres. Donc voilà. Ici, par exemple, vous voyez que celui-ci, normalement, elle est classée. Cette personne-là, c'est la classée ici. De la troisième, donc elle est suspecte. Mais celui-ci est normal. Alors, voyons, donc voilà, si j'avais fait ça, donc là, c'est ça que j'avais fait. Et puis, voyons, dans les données normales, regardez, si nous comparons avec les données test originales, donc vous voyez que la deuxième personne ici, la deuxième personne cette personne-là a été classée comme état suspect, elle est suspecte, mais malheureusement, elle a été classée comme étant pathologique. La première personne, cette personne-là, elle a été classée comme état normal. Dans les données originales, elle est normale et elle a été reconnue comme état normal dans le modèle. Cette personne-là, dans les données originales, elle est pathologique et regardez, ici aussi, elle est pathologique parce que nous regardons la plus grande probabilité. La personne qui suit dans les données originales, elle est pathologique, mais voyons, ici, elle est pathologique parce que la plus grande probabilité, c'est ça. Donc, voilà comment vous pouvez analyser alors cela. Alors, faisons toujours la probabilité, cette fois-ci, non pas de la probabilité, mais de la classe, et pour faire, en fait, la matrice de confusion. C'est ça, c'était commandé-là pour faire la prédiction de la classe, non pas la matrice de la probabilité. Ici, voyons encore une fois, nous faisons aussi, nous récupérons la matrice, nous faisons la matrice de confusion. Ici, regardez, les amis, voilà. Pour notre matrice de confusion, nous avons 310 personnes qui ont été reconnues comme état normal, mais vous voyez qu'il y a d'autres qui ont été classées comme état suspect, comme état pathologique, alors que normalement, ces personnes-là sont des personnes normales. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Pour le cas des personnes suspectes, vous voyez que c'est 34 seulement qui ont été reconnus comme suspects, alors qu'il y a 12 qui devraient être normalement classés comme étant suspects, mais qui ont été reconnus comme étant normal, et d'autres qui ont été 15 qui ont été reconnus comme pathologiques. C'est la même chose ici, c'est 23 qui sont pathologiques, et il y a d'autres qui ont été mal classés, cette personne-là. Donc voilà, voyons, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir si réellement, si nous testons notre modèle avec les données qui n'ont pas été présentées à la machine, nous avons le même taux d'erreur. Le même taux d'erreur, oui, le même taux d'erreur. Voilà, je vais exécuter cette commande, parce que vous voyez que je travaille sur ce tableau-là. Voilà, c'est ça que j'utilise.
Parce qu'avant, on avait trouvé 13%. Est-ce que si je présente d'autres données, on aura une erreur de 13%? C'est ça que ça signifie en d'autres termes. Regardez ici, nous voyons que nous avons, si les données que la machine n'a pas vues, nous voyons que nous avons 0,14. Donc, vous voyez que en tout cas, 0,13 et 0,14, et en tout cas, il n'y a pas une grande différence significative entre 0,13 et 0,14. Donc, vous voyez que le modèle a bien appris. Alors, analysons cas par cas la performance au cas par cas. Voyons, nous avons vu que nous allons analyser les performances au cas par cas. Regardez quand nous réalisons cette commande-là. Nous avons dans le modèle d'entraînement, il y avait 13 derrière. Regardons ici, si nous calculons les proportions. Donc, au niveau des proportions, regardez combien on a. On a 0,78% des personnes dans les données d'entraînement sont normales, 14% sont suspectes et 0,08% sont classés comme état pathologique. Alors, voyons, si nous utilisons notre modèle, si nous utilisons notre modèle et faire la prédiction, vous voyez la différence, je vais vous expliquer. Ici, je vais calculer les probabilités. Alors, si vous avez vu notre modèle, nous avons vu qu'en faisant la classification avec notre modèle, on pouvait commettre une erreur de 13%. Mais si nous supposons que toutes les personnes dans les données d'entraînement sont normales, vous voyez que nous aurons un réseau de 0,78. Mais quand nous utilisons notre modèle, ça veut dire que nous pouvons avoir les réseaux à réseau de 87%, puisque les erreurs uniquement sont de 13%. C'est ça. Donc, notre modèle est performant parce que nous pouvons commettre des erreurs uniquement de 87%. Alors qu'ici, nous avons des erreurs à réseau de 22%. Donc, c'est ça, moi, ça, ce qui nous donne 22%. Donc, notre modèle, c'est mieux d'utiliser le modèle que de travailler sans modèle. C'est ça la conclusion. Donc voilà, regardons en termes de performance, ou là où le modèle est performant. Donc vous voyez qu'ici, dans notre modèle sur les données d'entraînement, le modèle a reconnu, sur les bases de données d'entraînement, le modèle a reconnu les personnes normales à raison de 95%. Mais quand vous regardez en termes de performance ici sur les personnes suspectes, vous voyez que la performance quand même elle est faible parce que le modèle a pu reconnaître uniquement 49% de personnes suspectes. Mais sur le cas des personnes pathologiques, là aussi, vous voyez qu'en termes de performance, il n'est pas grande parce que c'est 0,80, 0,68. Donc, il y a d'autres mauvaises classifications. Mais là où c'est PSC ici, c'est à 0,49. Donc, ça veut dire qu'en réalité, en termes d'implication, vous voyez que les personnes suspectes et les personnes pathologiques, il faut faire d'autres tests pour confirmer réellement la maladie. Parce que nous sommes en train de dire si les pathologiques, suspects, etc. Donc, pour les deux catégories, il faut faire d'autres tests. Mais pour le cas des personnes qui ont été reconnues, disons, normales, là, vraiment, vous voyez que c'est plus ou moins. Parce que le modèle est performant. Parce que le modèle est performant à réseau de 95%. Alors, voyons si les données que le modèle n'a pas les données test. Voyons si le cas c'est les données test. Voyons, nous faisons toujours la même chose, mêmes analyses. Donc nous avons trouvé 14%. Et puis ici dans le tableau, vous voyez les proportions. Donc ici ça montre qu'il est si c'est 0,14, ça veut dire que le modèle est performant à réseau de 86%. Alors ici, supposons que dans les données test, toutes les personnes sont normales, nous aurons raison à hauteur de 76%. Alors que si nous utilisons notre modèle, nous avons juste une image nous pouvons nous tromper uniquement à hauteur de 14%. Alors qu'ici, vous voyez que nous allons nous tromper à raison de 24%. Donc, vous voyez bien que notre modèle est performant. Donc, c'est bien d'utiliser notre modèle qui nous donne une image d'erreur de 0,14 qui travaille sans modèle avec une image d'erreur de 24%.
Alors, faisons la même analyse ici, ici pour voir là où le modèle est performant. Regardez, je vais exécuter ça. Donc ici, vous voyez qu'en termes de classification des personnes, disons, normales, le modèle a quand même est performant parce qu'avant c'était 80, vous voyez ici, avant c'était 80. Donc je vais tout effacer pour faciliter les explications et la comparaison. Et ça, je vais expliquer ça, les deux. Voilà. Si les données, en termes de performance de classification, sur les données test, le modèle était performant réseau plutôt d'entraînement. Si les données d'entraînement, le modèle était performant réseau de 95% pour classer les personnes normales. Mais si les données test, vous voyez que le modèle est plus performant et il a un taux de performance de 0,96. Mais si le cas des personnes suspectes, le modèle, si les données d'entraînement, c'était à 0,49, mais au moins si les données d'entraînement, le modèle s'est amélioré et a si augmenté le niveau de performance dans le classement des personnes suspectes, et le modèle est à 54%. Alors, pour le cas des personnes pathologiques, c'est là où la situation s'est dégradée. Parce que sur les données d'entraînement, le modèle était à 0,68. Mais ici, maintenant, le modèle est à 0,58. Donc, le modèle a perdu sur le cas des personnes pathologiques, mais il a gagné, le modèle a gagné sur le cas dans le classement des personnes suspectes. Donc, ça veut dire que les deux catégories, normalement, il y a confusion, le modèle n'a pas bien appris pour pouvoir bien les classer. Donc, si vous êtes dans tel cas, donc, il faut faire d'autres tests pour confirmer si vous êtes pathologique ou suspect. Donc, voilà les amis, comment vous pouvez analyser l'effet des variables indépendantes, que ce soit les variables continues ou des variables catégorisées, sur une variable dépendante ordinale. Donc, je vous ai dit que la variable ordinale, c'est lorsque vous répondez en exprimant un certain ordre, donc une certaine préférence. C'est là où c'est ordinal. Et alors, voilà, ça peut être des variables indépendantes, peuvent être des variables continues, ça peut être des variables catégorisées. Donc, tout ça, le modèle exécute ça. Donc, voilà, les amis, je pense que ça va aider les chercheurs pour analyser certains déterminants des situations dans les recherches. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommanderais de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous demanderai de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.